l'islam peut-il être français? J'ai à ma gauche, honneur aux femmes, je commence par Annie Laurent, qui est écrivain, journaliste, spécialiste du Proche-Orient. Vous avez fait votre thèse sur le Liban, qui a été ensuite, un condensé a été publié, Guerre secrète au Liban en 87. Vous avez aussi publié Les chrétiens d'Orient vont-ils disparaître en 2008, avant que commence le génocide de la guerre de Syrie. Et puis, l'islam peut-il rendre l'homme heureux aux éditions Artege en 2012. Par ailleurs, vous avez été nommée experte au synode spécial des évêques pour le Moyen-Orient en octobre 2010. Vous avez été nommée par Benoît XVI et vous avez fondé l'association Clarifier pour rendre plus clair l'islam et ses différents courants auprès de nos contemporains. Alors, oui d'ailleurs, vous faites bien de le signaler, pour ceux qui sont intéressés par l'association Clarifier, dont Annie vous parlera plus en détail, et qui édite une petite feuille verte, verte du nom de la couleur de l'islam, et qui est diffusée par Internet, vous pourrez prendre des prospectus sur cette association Clarifier. Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés, à venir en prendre à la sortie. Il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà. Ensuite, toujours à ma gauche, Rémi Brague, qu'on ne présente plus, qui est philosophe, spécialiste de philosophie arabe médiévale, de philosophie médiévale d'une manière générale, et plus particulièrement du monde arabe, professeur émérite à la Sorbonne, mais aussi à Munich, à Boston, enfin, un peu partout dans le monde, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous avez publié de nombreux ouvrages. Je citerai simplement Europe, la voie romaine, qui vous a fait connaître du grand public dans les années 90. Le règne de l'homme, publié l'an passé chez Gallimard. Et puis votre ouvrage Nouvelle Histoire, sorti au printemps dernier chez Salvatore. Ensuite, à ma droite, Malik Bezou. Vous êtes physicien de formation, vous travaillez à la ville de Paris dans le domaine de l'urbanisme. Vous avez un parcours très intéressant que je détaillerai ensuite. Dans les années 90, vous étiez assez proche des frères musulmans, vous avez même fréquenté les frères musulmans pour ensuite vous en éloigner. Alors je vous expliquerai, vous reviendrez sur votre parcours. Et en vous éloignant des frères musulmans, vous avez eu une véritable rencontre, un coup de foudre avec la France. Et c'est de ça dont vous parlez très bien dans votre ouvrage qui s'appelle France-Islam, le choc des préjugés, publié en 2015 chez Plomb. Et votre réflexion s'alimente de toute la littérature française que vous avez découverte, notamment Bossuet, Fréron et d'autres. Enfin, Xavier Lemoine, qui est maire de Montfermeil depuis 2002, qui a été, je sais qu'il ne veut pas qu'on le dise, mais qui a été réélu à plusieurs reprises dès le premier tour en 2008, puis en 2014, avec plus de 60% des voix. Et qui est aussi membre éminent de l'Avant-Garde. Alors, l'islam peut-il être français? Nous avons dit l'islam et non pas les musulmans. Pourquoi on pose la question? Parce que la réponse n'est pas forcément évidente. Vous avez dit, Charles, au début que nous étions anticonformistes, et effectivement, nous voulons poser des questions qui font appel quelquefois à des tabous, des questions qu'on ne veut pas poser. Donc on considérera l'islam, certes en tant que religion, mais aussi en tant que système de pensée, de loi, de mœurs. Et la question qui nous est posée, c'est de savoir si l'islam, en tant que système, peut-il être compatible avec l'identité française. Donc ça suppose qu'on définisse ce qu'est l'islam et ce qu'est aussi l'identité française. Et si oui, à quelles conditions l'un et l'autre peuvent être compatibles. Alors, je vais donc d'abord poser la question à chacun des intervenants qui vont pouvoir s'exprimer un peu librement sur cette question. Et ensuite, nous établirons un débat entre chacun des 4 intervenants qui pourront réagir sur les propos des uns et des autres.
Puis dans un troisième temps, la parole sera donnée à la salle, mais par le biais des petites questions, des petits papiers que vous avez normalement à votre disposition, comme il vous a été dit. Alors, je me tourne d'abord vers vous, Annie Laurent. Je te prends ce micro. L'islam peut-il être français ? Et on aimerait bien avoir en face de nous, notamment dans les initiatives de dialogue avec les musulmans, une autorité qui soit représentative et qui nous dise ce qu'est l'islam véritable, l'islam authentique. Vous voyez, je crois que ce n'est pas à nous de définir l'islam, mais nous avons l'islam en France, ça c'est une réalité visible. Alors, bon, par rapport à tout ce que j'ai pu lire, étudier depuis 36 ans que je fréquente le Proche-Orient, je peux tirer quelques enseignements de cette expérience déjà longue. Il me semble que pour que l'islam, je ne sais pas si l'islam doit être français, mais pour qu'il soit français, je dirais qu'il faut qu'il rompe avec certains de ses principes fondamentaux. Maintenant, peut-être Malik Bezou me contredira, je sais pas, mais on est là pour débattre. Alors, les principes fondamentaux, il y en a un qui me vient spontanément à l'esprit, c'est le statut du Coran. Le Coran, vous le savez, je pense, la plupart d'entre vous, c'est un livre incréé, enfin, c'est un dogme dans l'islam, donc une dictée divine, c'est très différent du statut de la Bible. Dans le christianisme, nous avons la notion d'inspiration. Dans l'islam, ce n'est pas le cas. Donc, Dieu seul est l'auteur du Coran. Alors, comment faire pour adapter le Coran au contexte de la modernité, de notre époque, parce que ça pose un certain nombre de problèmes, justement, notamment concernant la personne humaine, les relations entre l'homme et la femme, les relations entre les musulmans et le monde non musulman. On pourra revenir un peu plus en détail là-dessus, mais tout de même, on est préoccupé par des prescriptions qui se trouvent dans le Coran, auxquelles il faut ajouter la sunna. La sunna, c'est la tradition prophétique, donc c'est l'ensemble des récits qui ont été collectés par les compagnons de Mahomet sur plusieurs générations et qui reprennent tout ce que Mahomet a fait, n'a pas fait, a dit, n'a pas dit, en telle ou telle circonstance. La sunna est beaucoup plus importante que ce qu'on pense d'habitude en Occident, parce qu'elle est la seconde source du droit, la charia, et elle complète ce qui manque au Coran dans l'ordre de la loi. Voilà, pour moi c'est une première condition. Ensuite, il faudrait peut-être que les musulmans de France, pour que leur islam soit pleinement français, rompent avec certaines influences de leur pays d'origine, du pays d'origine de leurs parents, des influences qui sont incompatibles avec ce que nous appelons nos valeurs, il vaut mieux dire principes, je crois, parce que le mot valeur est tellement galvaudé aujourd'hui. Voilà, moi je voudrais insister, mais on y reviendra, je ne vais pas trop longue là, sur la question de la personne humaine et de sa dignité. Il me semble que c'est fondamental, ça. J'ai pas mal travaillé la question. Mais vous aussi, vous l'avez fait. Merci. La même question, je répondrai de la manière classique. Ça dépend. Ça dépend de ce que l'on entend par islam et de ce que l'on entend par être français. Islam a au moins trois sens. On vient de dire que cela ne concernait pas les musulmans, ça c'était mon troisième sens, les populations islamiques. Et les deux premiers sens doivent être considérés aussi, l'islam comme religion et l'islam comme civilisation. Avec ce bémol que le nom de religion est trompeur. Alors, bien entendu, si on demande ce que c'est que l'islam, il est plus juste de dire que c'est une religion plutôt que de dire que c'est un meuble ou une fleur. Mais nous avons l'habitude dont nous ne pouvons pas nous débarrasser parce que
c'est une marmite dans laquelle nous sommes tombés quand nous étions petits. Nous ne pouvons pas nous débarrasser de lunettes chrétiennes et nous regardons les phénomènes que nous considérons comme religieux à travers des schémas qui sont d'origine chrétienne. Si bien que nous disons une religion, ça doit avoir par exemple un Dieu, ça doit avoir un clergé, ça doit avoir des rites, ça doit avoir toutes sortes d'actes de culte. Et nous sommes fort surpris, par exemple, quand nous regardons le bouddhisme ancien qui peut très bien se passer de l'idée de Dieu. Il reste encore une religion. Dans le cas de l'islam qui nous intéresse ici, il y a une réalité qui est, me semble-t-il, d'une grande importance. Je ne sais pas si elle est fondamentale, mais en tout cas elle est importante. C'est que, d'ailleurs c'est une expression que Annie vient d'employer, c'est quelque chose comme une loi. Je dis quelque chose comme une loi parce que là aussi le mot loi, pour nous c'est plutôt la décision d'un parlement ou quelque chose de ce genre-là. Nous avons du mal à penser qu'une loi puisse avoir comme législateur Dieu. Dieu est le seul législateur légitime. Dit par exemple Al-Razali, et ça se trouve chez d'autres, parce que le grand penseur du tout début du XIIe siècle, en 1111, et il y a beaucoup d'autres auteurs qui nous disent la même chose. C'est très embêtant parce que, justement, pour le problème de la question de savoir si l'islam peut être français, il y a beaucoup de gens bien intentionnés qui disent aux musulmans, mais nous n'avons aucune objection contre votre religion, vous pouvez la pratiquer comme vous voulez. En revanche, nous n'acceptons pas la charia. Nous n'acceptons pas une forme de charia, puisqu'il y en a plusieurs. Au moins 4, sans compter d'autres variantes. C'est un petit peu gênant parce que pour certains musulmans, en tout cas pour les musulmans un peu conscients de leur religion, tous les actes de culte, la prière, les pèlerinages, le jeûne et d'autres choses font partie de la charia. Et ce sont des choses qu'il faut faire parce que Dieu a demandé qu'on les fasse. Donc, on a cette attitude désagréable, on leur donne d'une main et on leur retire de l'autre. Alors, tant qu'on n'aura pas compris, tant qu'on n'aura pas cessé de regarder l'islam à travers l'idée de religion que nous, soit chrétiens pratiquants, soit forts de curés enragés, mais de toute façon de culture d'origine chrétienne, tant qu'on ne sera pas débarrassé de ces schémas, la question ne pourra guère avoir de réponse. Alors, je tourne vers Malik Bezou. L'islam peut-il être français? L'islam en tant que religion, mais aussi du coup en tant que civilisation. Que diriez-vous? La question est fondamentale. Alors moi je dirais oui. L'islam, moi je milite pour une respiritualisation de l'islam. L'islam, depuis le XIIIe siècle, pour faire simple, je vais dire gangréné, le terme est trop violent, trop provocateur, mais est travaillé par une approche littéraliste. Parce qu'au fond, l'islam en lui-même, je ne sais pas ce que c'est exactement, ce qui existe, c'est les interprétations de l'islam. Moi, j'appartiens à un courant qui est islamo-rationaliste. Pour faire simple, c'est l'école d'Averroès. Je reviens sur effectivement ce qu'avait dit Rémi Brague. Il y a deux sources, classiquement l'islam, le Coran et la Sunna. C'est les deux sources classiques de l'islam. Sauf que pour les islamo-rationalistes, dont Averroès faisait partie, et plus globalement ce qu'on appelle les Mu'tazilites, qui appartiennent donc à cette tradition rationaliste de l'islam, il y a une troisième source, qui est la source principale en fait, et c'est la raison.
Donc, chez les islamo-rationalistes, il y a 3 sources. La raison, premier, le Coran et la Sunna. Ce qui veut dire que dans ce courant-là, la raison prédomine et l'emporte sur les textes. Et d'ailleurs, j'ai une petite phrase d'Averroès qui est très importante et que je récite à tout bout de champ. Averroès a dit « Nous affirmons catégoriquement que partout où il y a une contradiction entre la spéculation rationnelle, donc l'esprit de la raison, et le sens apparent d'un énoncé du texte, Coran ou Sunna, révélé, alors ce texte révélé doit être réinterprété à l'aune de la raison. Malheureusement, ce courant qui est cher, le courant mu'tazilite, a été vaincu pour X raisons au XIIIe siècle, et ceux qui l'ont porté, ce sont ce qu'on appelle les tenants du conservatisme. Je l'explique dans une note que j'ai publiée l'année dernière qui s'appelle La conscience arabo-musulmane. Et dans cette note, j'explique que l'intégrisme musulman, en réalité, n'est pas une maladie, mais le symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde. Et cette maladie, c'est effectivement cette crise de la conscience arabo-musulmane. Donc, pour moi, l'islam est français. Et pour ce faire, j'invite modestement les compatriotes musulmans à une remise en cause, à un travail personnel, et puis surtout à avantager plutôt la spiritualité que les manifestations visibles de l'islam dans la rue. Par exemple, pour moi, voir des gens prier dans la rue, c'est tout à fait insupportable. Là, il y a un vrai souci. Et donc, de ce côté-là, il y a un travail clairement à faire. Et d'ailleurs, un auteur connu, grand islamologue, Éric Geoffroy, a écrit un livre dont le titre est « L'islam sera spirituel ou ne sera pas ». Je considère que l'islam va mal, contrairement à... On a très souvent le réflexe de penser que l'islam est en plein essor et que le christianisme est en difficulté. Moi, j'aurais plutôt l'analyse contraire. Le christianisme a passé un cap extrêmement difficile, qui est le cap de la sécularisation. Et il n'a pas disparu. Bon. L'islam est religion d'État dans la plupart des pays arabes. Et donc, effectivement, il est maintenu à bout de bras par des régimes qui sont souvent autoritaires, voire despotiques. Et donc, il faut bien comprendre que l'islam n'a pas franchi ce cap de la digestion de la modernité, qui est une invention de l'Occident, Freud, le marxisme, etc. La sécularisation, la séparation des pouvoirs religieux temporels, tout ça est né en Occident et l'islam n'a pas été confronté à ça. Et on peut voir aujourd'hui l'intégrisme musulman comme une tentative désespérée de résister à cette modernité occidentale qui fait peur. Parce que vu du monde arabo-musulman, je simplifie, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai que l'Occident babylonien fait peur. Perte de valeur, société hédoniste, tout livré au matérialisme, etc. L'athéisme fait peur. Le mariage homosexuel, moi j'ai manifesté contre, et j'ai considéré que c'était, c'était aggraver le gap entre l'Orient et l'Occident. Dans le monde arabe, imaginer un mariage homosexuel, c'est même pas possible. J'étais en Algérie cet été, j'ai discuté j'ai rencontré des gens, j'ai débattu, de tout courant, conservateurs, totalitaires, etc. Et c'est vrai que le mariage homosexuel a été très mal perçu. Les gens m'ont dit, mais l'Occident, c'est vraiment Babylone. Bon. Donc c'est vrai que l'intégrisme, c'est entre autres une façon un peu désespérée, extrêmement maladroite et condamnable, bien évidemment, de résister à un Occident qui fait peur, en tout cas dont les valeurs n'attirent pas, et dont je ne pas l'Orient. Bon. Ceci pour revenir à la question, est-ce que l'islam peut être français? Oui, et moi je milite plutôt pour une forme de discrétisation de l'islam en France, parce que, ayant beaucoup étudié les rapports
le regard posé en France sur l'altérité arabo-musulmane, c'est tout le sujet de mon livre. C'est vrai que les choses ne sont pas simples et il faut tenir compte de cette réalité. L'islam fait peur. Bon, c'est un fait, c'est comme ça. Dans un monde parfait, l'islam ne ferait pas peur en Occident, mais l'islam inquiète. L'islam inquiète pour plein de raisons, bien évidemment. L'actualité est plutôt dramatique, celle qui vient d'Orient. Et donc, moi, quand j'explique ça à mes amis musulmans, ils me disent « Ah ben non, c'est pas normal, pourquoi on devrait être discret, est-ce que c'est... » Mais j'essaie de faire comprendre une chose, c'est que il y a effectivement une poussée identitaire en France et en Occident, une peur de l'islam, donc quelque chose une pensée plutôt de droite, qui a peur. Bon, il faut tenir compte de cette réalité. Et il y a aussi cette dimension anticléricale qui voit la religion, la manifestation de la religion, d'anticivilisation. Bon. Donc les musulmans de France doivent intégrer cet état des lieux. Et donc effectivement je pousse plutôt d'une part la spiritualisation de l'islam qui impliquera automatiquement sa discrétisation. Bon. Et puis par ailleurs, je milite pour la création, pour être concret, d'un institut universitaire de formation des imams, pour avoir des imams français, des imams du terroir, des imams qui ont une véritable connaissance de la culture de France, de l'histoire de France. L'histoire de l'anticléricalisme est totalement méconnue, y compris chez les Français de souche, très souvent, ça je m'en suis rendu compte. Et donc, effectivement, chez beaucoup de musulmans, il y a aussi ce choc, cet anticléricalisme qui inquiète, c'est Charlie, pour faire simple, et beaucoup de musulmans ont du mal à s'identifier à Charlie. C'est pour ça qu'après les attentats de Charlie Hebdo, beaucoup de musulmans, spontanément, avaient du mal à dire je suis Charlie. Dans leur logiciel, Charlie, c'est du sacrilège, mais parce qu'il y a aussi tout un problème dirais-je. Ces musulmans, aujourd'hui, qui sont français, viennent de pays où l'islam n'a pas été sécularisé. L'islam, concrètement, au Maroc, en Tunisie, en Algérie, est religion d'État. Et donc, c'est quelque chose de sacré. Et c'est vrai qu'on a un peu perdu ça en Occident, le sacré, ça n'existe plus. Mais c'est vrai que là, il y a un choc aussi des sacrés, des cultures. Bon, voilà. Mais je suis fondamentalement optimiste. Je pense que, bon an, mal an, l'islam va se gallicaniser, va se nationaliser et se désarabiser en quelque sorte. Voilà. Je ne sais pas être trop long, je vais essayer d'apporter des réponses à la diffuse, mais voilà. Merci beaucoup. Alors, effectivement, dans votre appel à la discrétion, vous rejoignez la recommandation de Jean-Pierre Chevènement au lendemain de toutes les affaires du Burkini. On aura l'occasion d'en reparler. Est-ce qu'on doit être discret dans la manière d'arborer des signes religieux dans l'espace public? Maintenant, Xavier Lemoine, l'islam peut-il être français et quelle France? Est-ce que l'islam est soluble dans la France républicaine et laïque? Est-ce qu'il est soluble dans la France identitaire, enracinée dans sa culture, ou ni l'une ni l'autre? La réponse que je vais apporter à votre question, elle est mûrie par 30 ans de vie en Seine-Saint-Denis et d'engagement politique, et au regard de ce que j'observe au jour d'aujourd'hui. On peut intellectuellement avoir des espérances, et c'est nécessaire, mais on peut aussi, en tant que responsable politique, regarder les évolutions telles qu'elles se sont vécues et telles qu'elles se profilent à l'horizon. Je réponds à la question, à ce jour, non. Mais je dis tout de suite, il peut et il y a de très nombreux musulmans, et je fais la distinction entre l'islam comme système politico-religieux, et personnes, hommes, femmes, avec leur liberté et leur volonté, il peut y avoir et il y a de très nombreux musulmans qui sont amoureux de la France et respectueux de la France. Et notre devoir, à ce titre, est justement de les faire connaître et de faire aimer la France. Je pense que tout à l'heure, Malik reviendra sur son expérience personnelle, au regard du cheminement intellectuel qu'il a eu, et de la découverte de la culture française. C'est lui qui est important, c'est sa fille. Mais j'étais extrêmement touché et je souhaite qu'il puisse le raconter, le dire tout à l'heure, vous le partagez. Si je devais résumer, je dirais,
d'un document qui, pour moi, m'a toujours accompagné dans ma vie de maire. C'est la lettre de Charles de Foucault à René Bazin, qui date du 29 juillet 1916, je crois, 1916. Vous pouvez la trouver très facilement sur Internet, et je la trouve d'une extrême actualité, puisque je dirais la difficulté où les mots d'Emmaüs sont décrits, mais il y a également, me semble-t-il, des remèdes. Et moi, en tant que maire, je me suis attaché à être au plus près de toutes les populations de ma ville et de m'attacher à leur donner cette connaissance et j'espère cet amour de la France. Deuxième point, vous avez cité effectivement les différentes écoles, notamment celle à laquelle vous vous rattachez, rationaliste, spiritualiste. Elles ont toujours existé. On peut quand même, effectivement, vous l'avez reconnu, que depuis le XIIIe siècle, elles ont toujours existé. Elles ont quand même assez peu influencé le cours majeur des choses. Et je dois souligner également que ça demandait de la part de ces personnes un très grand courage. Et ça, je tiens aussi à le souligner. Pour autant, je dirais, le courant littéraliste est celui qui, aujourd'hui, s'emballe. Pour combien de temps, avec quels effets et quelle utilité, je n'en sais rien, mais en tout cas, on ne peut pas négliger cette espèce d'emballement de l'aspect littéraliste. Donc, ça concerne la plus grande. Troisième élément, on parle trop peu dans les débats politiques de la démographie, mais il faut quand même regarder l'importance cumulative des flux migratoires de notre pays. Il faut regarder les différentiels de natalité et avec les bascules démographiques et culturelles qui sont accompagnées. Et il faut observer sur ces 30 ou 40 dernières années comment les revendications, la différenciation, l'auto-organisation, voire l'hégémonie, au fur et à mesure que les rapports de force basculent, s'enclenchent, et comment des personnes très anciennement établies en France, puisque vous avez 30 ans que je suis en Seine-Saint-Denis, depuis 30 ans, je dirais, elles aussi, parce que l'appartenance à la communauté est quelque chose de très fort, eh bien, elles ont eu du mal à résister progressivement à cet appel, à cette réorganisation, à cette, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui est réelle, qui pose problème, et on a vu des comportements radicalement changés, pour ne pas dire des comportements devenir radicaux. Dernier point, et j'en terminerai par là, je rappelle souvent à l'ensemble de mes concitoyens, y compris sur la culture de confession musulmane, qu'en France, il y a la liberté de conscience. De cette liberté de conscience découle la liberté de culte. Sauf que cette liberté de culte n'est pas un absolu en soi, elle est soumise au respect de l'ordre public. Et au-delà des aspects de réciprocité que l'on pourrait tenter d'obtenir dans notre pays, je rappelle que j'essaie de définir pour moi ce qui relève de l'ordre public. Ce n'est pas uniquement du désordre sur la chaussée, mais ça va bien au-delà. Et je considère, et je l'ai écrit, donc vous pouvez vérifier dans les textes que j'ai pu distribuer à l'ensemble de la population, qui sont d'autorité publique, qu'il y a 3 troubles à l'ordre public qui seraient la contestation en France de l'égale dignité entre l'homme et la femme. Et je suis d'accord avec vous, la théorie du genre, le mariage pour tous, a été un scandale absolu pour les populations musulmanes, qui ne se sont d'ailleurs pas déplacées, très peu déplacées au municipal ou départemental, et bon nombre de villes de droite ont basculé à droite, parce qu'on va voir aujourd'hui, par les effets électoraux, et même les collègues maires de gauche ont dit qu'on a perdu 6 points avec le mariage pour tous, etc. Et, petite anecdote, j'avais obtenu par voie de justice la démolition d'un lieu de culte musulman qui s'était construit sans permis de construire, donc autant dire que j'ai eu une très forte mobilisation et manifestation sur la ville. Au moment de la campagne, les personnes venaient me voir, monsieur le maire, on n'est pas d'accord sur tout, je l'ai entendu, on l'a en travers. Mais vos prises de position sur le mariage pour tous et sur la théorie du genre, voilà, et la réconciliation, je dirais, entre guillemets, s'est faite sur ces données-là, de marche, et c'est eu un rebondissement extrêmement profond. Donc l'égalité entre l'homme et la femme, c'est quelque chose d'extrêmement important. Deuxième chose, c'est la question de la laïcité. Alors la laïcité entendue comme distinction entre les deux ordres, et non pas séparation, place du laïcisme, qui frise l'athéisme, et vous avez raison, la négation de la transcendance et la possibilité pour la transcendance d'être présente dans la sphère publique, c'est un scandale également pour les personnes de culture, de confession, de distinction importante. Et puis la troisième chose, c'est la question de la liberté de conscience, et à titre personnel, j'ai pu expliquer un certain nombre de personnes qui avaient fait des choix personnels de quitter l'islam pour embrasser essentiellement suivre les églises évangéliques ou le christianisme tout simplement, et que j'ai pu expliquer de la cité, puisque je dirais la communauté tout d'un coup, qui était une matrice rassurante, chaude, etc., se retourne contre la personne. C'est pas
tout le temps comme ça, mais ça existe et il faut en prendre. Voilà. Donc ça, ces trois sujets, pour moi, sont des sujets non négociables, car ça fait partie des fondements de l'organisation de nos sociétés. Après, le débat est sur. Alors, justement, ça fait une bonne transition, parce qu'on parle de points non négociables, que vous avez rappelé, et que par rapport à toutes les exigences que pose l'islam en tant que civilisation, en tant que système de loi et de mœurs, est-ce qu'on pourrait dire que certains de nos principes ne sont pas négociables, et donc certaines de leurs lois ou de leurs mœurs ne sont pas acceptables, tandis que sur d'autres points, on pourrait faire, comme le dit Pierre Manant dans son ouvrage Situation de la France, des accommodements raisonnables. Alors, j'aimerais vous entendre, Annie, sur ce sujet-là. Merci. Je voudrais revenir sur la question de la liberté de conscience, qui pour moi est fondamentale. Et avant de rentrer dans cette question, j'ai le souvenir d'une attitude du gouvernement français qui m'était apparue tout à fait scandaleuse. C'était les débuts de l'époque où Jean-Pierre Chevènement était ministre de l'Intérieur et il commençait à dialoguer avec des personnalités musulmanes en vue d'organiser le culte musulman. Alors une charte avait été élaborée, j'avais lu le premier projet, et il était bien indiqué dans la charte que les partenaires musulmans de l'État s'engageaient au respect de la liberté de conscience, y compris le droit de quitter l'islam. Or, à la demande de mouvements intégristes, je crois l'UOIF, eh bien, cette clause a été supprimée. Alors, pour justifier ce retrait, le gouvernement, parce que des musulmans se sont d'ailleurs élevés contre cette dérobade, si on peut dire, le gouvernement a dit « mais la liberté de conscience est un principe fondamental inscrit dans la Constitution ». Donc, voilà. Mais ça, c'est une forme d'aveuglement. On oublie que quand on est musulman fondamentaliste, eh bien, il y a la charia qui est au-dessus de la Constitution, quelle qu'elle soit. On a beau être citoyen français, avoir une carte d'identité française, comme dit Malika Sorel, eh bien, on n'est pas forcément de cœur avec tout ce qui constitue nos principes. Alors, si on a commencé comme ça, eh bien, de plus en plus, j'en viens aux accommodements raisonnables, on est allé de reculade en reculade. Et je pense qu'on est très largement responsable de ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne suis pas du tout du genre à vouloir battre ma coupe sans arrêt, bien entendu, mais là, je crois que nous devrions, nos élites devraient faire un véritable examen de conscience sur la responsabilité qui est la leur dans le fait que, de plus en plus, les musulmans de France se reconfessionnalisent. Au lieu d'accueillir, j'ai tout à l'heure évoqué la question de la personne humaine, c'est quelque chose de très très grand. Du point de vue dans le christianisme, nous savons que l'homme est une personne avec sa dignité inviolable qui résulte du fait que Dieu lui-même est un Dieu trinitaire, un Dieu un en trois personnes, et qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est de là que nous tenons notre dignité donc de personne. Le mot personne, d'ailleurs, peut-être que je me trompe, mais n'existe pas en langue arabe. J'ai appris ça du père Antoine Moussali, un très grand arabisant. Il dit que les chrétiens d'Orient, arabisés, n'ayant pas trouvé dans la langue arabe un mot pour décrire la personne, ont repris le mot araméen, uknoum. Vous voyez, il y a l'individu, il y a les gens, les nafs, tout ça, c'est sûr. Mais la notion de personne. Donc je crois que nous avons commis, et y compris dans l'Église d'ailleurs, une faute historique lorsque nous avons commencé à accueillir des musulmans, de ne pas les accueillir comme personnes. Et je crois bien qu'on a tout fait finalement par erreur, par égarement, par méconnaissance de ce qu'est l'islam. Comme Rémi l'a dit tout à l'heure, nous portons sur l'islam un regard qui est dû à notre manière de voir la religion. Et nous voulons appliquer aux autres nos propres critères d'organisation, de fonctionnement, etc. Ça, c'est une erreur extrêmement grave. Et bon, comme je l'ai dit, de cette manière, nous avons contribué, et nous continuons, à reconfessionnaliser l'islam en France, donc à susciter le communautarisme et le confessionnalisme. Alors on n'aide pas du tout les musulmans, justement, à développer un islam qu'on pourrait appeler un islam français. Alors maintenant, est-ce qu'il faut multiplier
les repas halal dans les cantines? Est-ce qu'il faut autoriser systématiquement, quand c'est demandé, la non-mixité dans les lieux de loisirs, et en particulier les piscines ou les plages? Je crois que c'est une question vraiment secondaire. Ça, personnellement, je ne suis pas favorable. Je suis bien sûr pour la mixité entre adultes. Mais je crois qu'il faudrait aller beaucoup plus au fond des choses avant de se pencher sur ces questions que je crois vraiment secondaires. Peut-être Rémi a une autre idée sur le sujet. Merci. Puisqu'il a été question du livre de Pierre Manin, je dois commencer par dire qu'il s'agit d'abord d'un très vieil ami, de quelqu'un pour qui j'ai une intense admiration, et d'un livre, Situation de la France, que j'ai lu 2 fois, ce qui m'arrive assez rarement, parce que j'ai beaucoup de trucs à lire, beaucoup trop d'ailleurs. Il y a un point, il y a des choses que je trouve dedans absolument admirables, en particulier ses considérations sur l'attitude justement de l'État français, l'État croupion que nous avons actuellement, et indépendamment des gouvernements. J'ai remarqué également qu'il y avait quelque chose de très remarquable, c'est la négation du parallèle que l'on dresse souvent entre la façon dont la République a réussi à s'accommoder, non sans lutte, de la religion catholique avec la loi de 1905 et ce que l'on voudrait faire avec l'islam en France ou de France ou français, comme on voudra dire. En ce sens que les catholiques et les laïcs, même les laïcards les plus ardents, avaient en commun un patriotisme que l'on ne rencontre plus qu'assez rarement de nos jours, et qu'ils étaient tous d'accord sur les points de référence culturelle de la France, et qui étaient des points essentiellement empruntés à la littérature de l'Ancien Régime. C'est d'ailleurs ce qui me plaît beaucoup dans la brève conversation que nous avons eue avant que l'on commence cette table ronde avec Bézout. Mais la difficulté majeure, me semble-t-il, du livre de Pierre Manin, mais c'est ce que vous avez déjà remarqué, Annie, c'est l'emploi du terme mœurs pour désigner, par exemple, le repas halal, par exemple, la non-mixité dans les piscines et autres endroits, et réalité de ce genre. Pierre Manin propose 2 points sur lesquels nous ne pouvons pas négocier. C'est la polygamie et le voile intégral. La voile intégrale qui cache le visage. Le problème, me semble-t-il, n'est peut-être pas envisagé dans toute sa profondeur, dans la mesure où ces 2 injonctions, se voiler et, ce n'est pas un ordre d'avoir plusieurs femmes, enfin, la possibilité, la licéité de la polygamie, ne sont pas sur le même plan. En ce sens que les 2 versets qui parlent du voile dans le Coran ne précisent pas si le voile doit être long ou court, opaque ou transparent. Donc on pourrait imaginer un accommodement sur ce point. Et j'ai l'impression d'ailleurs qu'il se fait. En revanche, la polygamie, même si elle n'est pas un phénomène très répandu, il faut être soit un émir du pétrole, soit un balayeur malien qui, du point de vue malien, est un gros richard avec les 4 sous que lui donne l'État français et qui peut s'acheter, des choses comme ça, des femmes qu'il va faire venir de la brousse. Et donc la polygamie est une possibilité. Encore faut-il avoir la capacité financière de la réaliser. Mais le statut de la polygamie est assez clair dans le Coran. Épouser 1, 2, 3, 4 femmes, certains Africains d'ailleurs additionnent les nombres au lieu de dire que c'est une manière de dire 4 au maximum.
maximum. Donc je crois qu'il faut faire attention à ce que peut-être pour un musulman littéraliste, le statut de ces divers préceptes. Et lorsque l'on met tout cela sous la catégorie de mœurs, on oublie qu'il s'agit de lois, et de lois censées avoir été dictées par un Dieu omniscient et éternel, donc les lois avec lesquelles on ne peut pas transiger, même si elles ne restent, je le répète dans le cas de la polygamie, qu'une licéité, qu'une autorisation, et évidemment pas un commandement d'avoir à épouser une, deux, trois ou quatre fois. Alors justement, à propos de la polygamie, ça fait une bonne transition avec la question que je voulais poser à Malik Bézou, puisque il y a quelques années, en 2010, un commerçant nantais du nom de Lies Ebadj avait été condamné pour fraude aux prestations sociales parce qu'il vivait en situation de polygamie, de fait, mais en guise de défense, puisque chacune de ses épouses était déclarée parent isolé, il avait dit qu'après tout, il y a beaucoup d'hommes en France qui ont des maîtresses et que lui, au regard du droit français, il avait simplement des maîtresses. À travers cette boutade, il y a peut-être, et vous allez me dire ce que vous en pensez, un renvoi, certes avec ironie, mais d'un islam identitaire qui nous renvoie comme en miroir notre propre décadence. Et alors je voulais vous entendre là-dessus, parce que justement, vous, il me semble, dans votre parcours, que vous avez été d'abord, vous le direz vous-même, pris par un sorte de vertige, un vide identitaire. Ensuite, vous avez rencontré vous étiez saisi par la parole d'un frère musulman qui disait la nationalité du musulman, c'est sa foi. Et puis après, justement, vous avez tout ce parcours qui va vous permettre de comprendre, au-delà de ce que vous pouvez voir de la France autour de vous, de ce qui peut être assimilé comme une décadence, la profondeur de l'âme française. Alors, si vous pouviez peut-être nous brosser un peu votre itinéraire, qui est très significatif et qui, en tout cas, nous permet de comprendre ce qui peut attirer, à la fois ce qui peut repousser dans l'identité française chez nous, et ce qui peut attirer aussi quelqu'un. Oui, donc en effet, sur mon parcours, c'est vrai que je dis souvent que je suis passé de Hassan El-Banna, qui est le fondateur de la compagnie des frères musulmans, et des années à Bossuet. Alors, comment ça s'est déroulé? En fait, dans les années 90, j'avais une vingtaine d'années. J'ai toujours été extrêmement curieux, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait de la physique, parce que je voulais comprendre comment l'univers était structuré. Donc ça, c'est vraiment un trait de personnalité qui me caractérise. Et dans les années 90, je me posais déjà des questions sur mon identité, mais c'était un terme qui n'était pas du tout à la mode. On parlait très peu de troubles identitaires, de crise identitaire, etc. Contrairement à aujourd'hui, mais c'est vrai que dans ces années-là, où j'étais jeune, déjà adolescent, j'avais plein de questions. Je suis né dans la région stéphanoise, dans mon département de Saint-Étienne, la Loire, une ville qui s'appelle Villegier. Et mes parents sont algériens. Et c'est vrai que très jeune, j'avais des questions sur mon appartenance. Je suis plutôt algérien, arabe, berbère, sachant que mes parents sont berbères, donc berbère de langue arabe, donc c'est compliqué. On allait régulièrement en Algérie en été, et là-bas je sentais bien que je n'appartenais pas à cet univers, parce que déjà il y a un
le barrage de la langue. Puis avec les jeunes cousins, j'avais pas du tout les mêmes codes culturels, on riait pas des mêmes choses. Moi j'ai grandi avec Goldorak, Candy, Dorothée, mais c'est structurant en termes d'identité, hein, ça me crée une identité. Et clairement, c'était pas du tout leur repère à ces cousins que j'avais en Algérie. Donc, et puis il y avait ce barrage de la langue, donc voilà. J'avais du mal à me situer en France. J'avais parfois des remarques désobligeantes sur mes origines. J'ai été victime parfois de propos racistes. J'étais dans une ville très populaire et il y avait encore peut-être un racisme post-guerre d'Algérie. Donc tout ça, et puis étant peut-être un peu sensible, me déstabilisait et je cherchais à trouver quand même des repères. C'est compliqué. Alors un jour je tombe sur effectivement, là j'entame des études universitaires en physique mathématique et je tombe sur un texte de Saïd Qutb qui est un idéologue des frères musulmans, un idéologue qui s'est radicalisé, qui est très dur. Et effectivement, dans l'un de ces bouquins, il y a un chapitre avec un titre extrêmement fort, en tout cas fort pour moi à l'époque, c'était le musulman n'a pas de nationalité, sa nationalité c'est sa foi. Donc là, c'est une révélation je m'en couvre parce que pour moi, ça répond à une quête identitaire au fond. Hein. C'est un vrai pansement, mais je ne le savais pas. Je rentre dans ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'islamisme, mais par la mauvaise porte finalement. Plus pour soigner un mal profond dont je ne soupçonnais pas l'existence que par un réel intérêt pour la doctrine islamiste. Bon. Donc je fais mon petit parcours d'apprenti frère musulman. Je suis stagiaire en quelque sorte, mais ça se passe mal finalement parce que je n'adhère pas. Très vite, étant très curieux, j'étouffe. Donc je démissionne au bout de quelques années, parce que c'est un vrai sacerdoce, hein, il faut vraiment une conviction profonde. J'avais une conviction, j'ai toujours été croyant, j'ai toujours eu un lien avec la transcendance, mais finalement l'islamisme c'était pas mon truc. Bon. Donc j'en sors, mais très affaibli psychologiquement, très déstabilisé, avec beaucoup de sentiment de culpabilité. Un peu comme les gens qui sortent du secte finalement. On sort très malheureux, en culpabilisant nous. Et là je suis complètement perdu parce que je suis encore plus malheureux qu'avant. Enfin, j'ai même des questionnements sur ma foi. Je ne sais plus du tout qui je suis. Je doute de tout. Enfin, je suis dans une période de fragilité. Et donc là, je suis plutôt malheureux. Une période qui n'est pas très agréable parce qu'il faut se reconstruire. Et puis je me rends compte, bon an mal an, que l'islamisme a été un pansement identitaire. Et là, je fais une deuxième rencontre. Comme je suis quelqu'un de très curieux, j'insiste toujours là-dessus, je récupère toujours des articles, des bouquins, je garde, je conserve comme ça des choses, et je me dis que ça pourrait être utile plus tard, parce que ça va alimenter mes questionnements. Et je tombe sur un texte de Bossuet. Alors, Rémi Braque me demandait comment vous tombez sur un texte de Bossuet. Je vais chercher, mais c'est vrai que ça date un peu. Et là, effectivement, c'est une vraie révélation, parce que c'est un texte en français. Un français extrêmement pur, d'une beauté inouïe. Moi je suis physicien, donc maths, physique, sciences dures, aucun lien avec la littérature, l'histoire, tout ça, ça ne m'intéressait pas du tout. C'était des matières détestables pour moi. Et puis en plus, j'avais beaucoup de préjugés. On parle souvent des préjugés des Français de souche vis-à-vis du monde arabe musulman, mais les arabes musulmans ont aussi beaucoup de préjugés, tout simplement parce que le préjugé est humain et qui est universel, et qu'il n'y a pas un peuple qui est plus raciste. C'est quelque chose qui est partagé par toute l'humanité, le fait d'avoir des préjugés vis-à-vis de l'altérité, quelle que soit cette altérité. Donc j'avais beaucoup de préjugés, et concrètement j'avais une vision de la France extrêmement simpliste, caricaturale. Pour moi la France était un pays raciste, colonialiste, anti-musulman. Je simplifie, mais à la sortie au sortir de mon parcours islamiste, j'avais plutôt cette vision-là. Bon. Et les textes de Bossuet, ça m'a frappé parce que c'est extrêmement beau. En plus, ça parlait de transcendance. Donc là, il y a deux choses. Il y a, d'une part, c'est en français, et d'autre part, ça parle de transcendance. Donc, tout de suite, je m'engouffre. Et comme je vous l'ai dit, je suis extrêmement curieux. Je lis Bossuet. J'essaie de comprendre qui est ce personnage qui me touche profondément et presque anormalement. Et comme je le disais à mes amis, Bossuet, typiquement, c'est l'ancien régime. Alors, comme je suis très curieux, je me dis, donc ça veut dire
plus ancien régime, et qu'après il y a encore quelque chose. Et donc pendant des années, pratiquement 10 ans, ça a été une vraie boulimie. J'ai lu énormément de livres, d'essais, de biographies, et là ça a été terrible. Ça a été terrible, parce que j'ai découvert des personnages inouïs, des gens qui m'ont profondément touché, des individus, des femmes, des hommes de l'histoire de France, relativement, enfin plus ou moins méconnus, certains connus mais un peu oubliés. Je cite Bossuet, bien évidemment, dont les textes sont sublimes, et d'ailleurs je dis parfois que Bossuet est mon père spirituel, parce qu'effectivement il écrit des textes comme un psychologue de l'âme. C'est très impressionnant ce qu'il écrit, avec un français d'une pureté, d'une beauté inouïe. Je regrette qu'on n'enseigne plus du tout Bossuet. C'est vraiment dommage, on perd beaucoup. Mais il n'y a pas que Bossuet, il y a Fréron, il y a des gens. Je vais simplement vous citer un passage d'un personnage qui m'a beaucoup touché, c'est Pierre le Vénérable, qui est un abbé tunisien du XIIe siècle, qui n'était pas du tout convaincu par les propos des croisades. Il était un peu sceptique, il ne pensait pas que l'option militaire pouvait venir à bout des Sarrasins. Et lui, il a plutôt cherché à comprendre ce qu'était finalement l'islam, même si à l'époque on ne parlait pas d'islam. Et donc il a envoyé une lettre aux Sarrasins. Et donc je vous lis simplement un fragment qui m'a bouleversé, hein, j'en ai pleuré. Alors, voilà ce que dit l'abbé Pierre le Vénérable aux Sarrasins. Je ne vous aborde pas avec des armes, comme font souvent les nôtres, mais avec des mots, non avec la force, mais avec la raison, non avec haine, mais avec amour. Voilà les raisons pour lesquelles un chrétien doit vous aimer et vous souhaiter le salut. Voilà comment moi, le plus humble des innombrables serviteurs du Christ, je vous aime et vous aimant, je vous écris, vous écrivant, je vous invite au salut. Ça m'a complètement, comment dirais-je, ça a été terrible. Et je vous parle de Pierre le Vénérable, mais je pourrais vous en dire autant d'Élie Fréron qui a combattu, qui a été l'adversaire de Voltaire au siècle des Lumières. Et j'ai fait comme ça des rencontres multiples. Une anecdote sur une personne qui m'a aussi touché, c'est la fille de Catherine de Parthenay. Alors Catherine de Parthenay, c'est une protestante. On dit d'elle qu'elle est la protestante insoumise. Elle a tenu tête à Richelieu lors du siège de la Rochelle. Et elle avait une fille qui était très belle. Henri IV est tombé amoureux d'elle et il lui demande, il lui fait des avances. Et alors, la famille Parthenay est une famille de petite noblesse. Et Henri IV fait cette avance à cette fille de Catherine de Parthenay. Et il lui dit quel est le chemin doit utiliser pour accéder à votre chambre. Et la réponse de la fille de Catherine de Parthenay est, je trouve, terrible. Elle dit par celui de l'Église, Monseigneur, car je suis de bien trop modeste famille pour être votre reine, mais de bien trop bonne famille pour être votre putain. Et j'ai trouvé que on vit dans une société de courtisans où les gens sont prêts à tout pour passer à la télévision, etc. Les gens sont à la recherche de gloire parce qu'il y a plus de repères, etc. On est dans une société effectivement très matérialiste, très hédoniste. Et j'ai trouvé dans la phrase de la fille de Catherine de Parthenay une dignité, une grandeur, une humilité qui m'a scotché. Et c'est tous ces personnages. Pendant 10 ans, j'ai eu une relation extrêmement charnelle avec la France. Je le dis souvent, je dormais avec la France, je me réveillais avec la France. J'ai découvert Voltaire, j'ai découvert Joseph de Maistre, je pourrais vous citer d'innombrables autres auteurs. Je pense à Charles de Montalembert, le catholique libéral. Et tout mon livre, c'est ce récit de tous ces personnages historiques que j'ai découverts, qui m'ont touché, qui m'ont fait pleurer souvent. Et ce que je regrette aujourd'hui, c'est... Alors d'abord, d'une part, c'est un immense bonheur parce que je suis devenu français, charnellement. C'est-à-dire que j'ai vraiment des personnages avec lesquels je peux créer une identification. Pour moi, Élie Fréron est un frère. Bossuet est un peu un père spirituel. J'ai toujours, comme livre de chevet, le Sermon sur la mort de Bossuet. Je suis musulman de confession, mais je trouve que Bossuet, c'est tellement beau, c'est tellement... je pourrais en parler des heures et des heures, donc je ne vais pas monopoliser le micro. Et c'est ça, en fait, mon combat. C'est de lutter contre
ce que j'appelle, et le terme est un peu fort, vous m'en excuserez, le culturicide, c'est-à-dire cet oubli, toute cette histoire française, cette histoire de France, ces grands personnages, et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que moi, c'est ce génie-là, ce génie français qui m'a sauvé, qui m'a permis de me reconstruire et de faire émerger ma francité. Donc aujourd'hui, c'est vrai, on parle beaucoup d'islam, etc. Pour moi, c'est complètement secondaire. Au fond, moi je dis qu'on peut guérir, on peut avancer par une meilleure connaissance de l'histoire, de la culture française, de l'histoire de France. On peut faire aimer l'histoire de France et comme le disait l'un de mes personnes qui était ici, c'est Monsieur Lemoine, on ne peut aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Et moi, la France, je ne la connaissais pas. Je suis né près de Saint-Étienne, à Rive-de-Gier. J'allais à l'école, comme tout le monde, j'ai fait des études universitaires, je suis docteur en physique, donc, mais j'ai mis beaucoup de temps pour devenir français charnellement. J'ai mis beaucoup de temps, ça a été un vrai parcours, et aujourd'hui, effectivement, je suis totalement heureux, épanoui, et les propos désobligeants parfois que je peux entendre, au fond, vraiment ne me touchent plus du tout. Je suis plus du tout dans cette sensibilité à fleur de peau, où beaucoup de musulmans cultivent comme ça une posture victimaire, parce qu'au fond, effectivement, il y a un doute dans leur rapport à la francité. Bon, c'est complexe, hein, il ne s'agit pas de jeter la pierre sur eux, c'est une responsabilité collective, mais il y a un vrai trésor, c'est l'histoire de France, c'est la culture française, c'est ces personnages historiques qu'on a complètement oubliés. Et moi, c'est vrai que ça a été un choc quand j'ai découvert Joseph de Maistre. J'en avais vaguement entendu parler, c'était grosso modo la figure de la réaction, de la contre-révolution, etc. Pourtant, c'est pas ça. Joseph de Maistre, c'est un personnage extrêmement noble au sens littéral du terme, extrêmement digne, avec une vraie grandeur. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Et voilà, je peux me lever le micro et vous dire l'émotion et l'amour que j'ai pour cette histoire, pour cette France. Et voilà, aujourd'hui, c'est ça mon témoignage. L'islam est un sujet, effectivement, mais je pense qu'on peut transcender ça, parce qu'au fond, la vraie maladie, c'est notre méconnaissance de l'histoire de France et de ces grands hommes, de ces grandes femmes. Je vais parler de Catherine de Parthenay, mais il y en a tellement d'autres, et qui fait que il y a des replis. Il y a des replis de part et d'autre. Il y a des postures identitaristes. Je compare l'islamisme. Je dis que l'islamisme est à l'islam, parce que l'identitarisme est la l'identité. Et puis il y a des replis communautaires, bien évidemment. Mais voilà, moi je suis, pour reprendre l'expression de la DUP, plutôt dans une identité heureuse, parce que je suis heureux. Je me sens vraiment charnellement français. Et donc, voilà, c'est ce témoignage que j'ai envie de porter, tout en traitant aussi de la question de l'islam de France, avec des considérations bien concrètes, comme par exemple la création d'un institut universitaire de formation des imams, pour en finir avec ces imams qui viennent de l'étranger, qui n'ont aucune connaissance de l'histoire et de la culture de France. C'est pas possible. Il faut des imams français qui prêchent en français, et puis comme je l'ai dit, moi je dis que la re-spiritualisation de l'islam qui impliquera automatiquement de fait sa discrétisation. Et puis, le temps passant, il faudra un peu de temps, effectivement, quelques générations, l'islam sera un bon sujet. C'est ça, au fond, l'objectif pour moi, c'est de dépasser toutes ces passions pour, comment dirais-je, créer, voilà, une espèce de sentiment patriotique, parce que j'y crois, je ne suis pas comme Robespierre qui pensait à la religion de l'être suprême, c'est un échec d'État, mais je pense que le patriotisme peut être vraiment une religion. C'est ce qui nous reste, finalement. Voilà.